Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous souhaite la bienvenue. On va lancer le webinaire dans une petite minute. Je le disais tout à l'heure, hein, pour ceux qui expérimentent pour la première fois Teams, on va vous demander de vous mettre en mute en cliquant sur l'icône de vos micros. Bien sûr, vous pourrez vous démuter à la fin pour que vous puissiez poser des questions et qu'on y réponde. Et d'ailleurs, comme on veut un webinaire interactif, vous pouvez d'ores et déjà utiliser le module de chat pour poser vos questions. Voilà, donc on démarre dans une toute petite minute. Assurez-vous que vous êtes bien au calme, que vous avez coupé vos micros et qu'on va pouvoir parler sereinement et tranquillement de SD-WAN et de MPLS. Bonjour, bonjour, on va démarrer dans 30 petites secondes, soyez les bienvenus. Bon, alors, je ne sais pas combien il y a de personnes connectées, mais on va démarrer, il est 11h04. Je suis Nicolas Jacquet, je suis le directeur général adjoint de Folia Team et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire, un webinaire dédié au réseau intelligent et plus particulièrement au SD-WAN. Alors ce webinaire, on l'a imaginé pour trois raisons. La première raison, c'est que le SD-WAN, c'est le mot qui a buzzé ces derniers mois. Hein, c'est le grand sujet dont parlent les DSI. D'ailleurs, vous tapez SD-WAN sur Google et vous avez plus de 118 millions de résultats. Voilà, c'est le truc à la mode. On le détaillera par la suite, mais il est vrai que cette forme de réseau intelligent est tout à fait adaptée finalement au contexte de travail hybride qu'on a vécu ces derniers mois, tout à fait adaptée à la montée en puissance des applications en cloud, que ça répond à la fois à des enjeux d'optimisation de la connectivité, là on le détaillera aussi, notamment tout ce qui est mutualisation des liens, des enjeux de performance applicative et des enjeux de sécurité. Bref, c'est le sujet du moment. Ça, c'est la première raison pour laquelle on a fait ce webinaire. La deuxième raison, c'est que ce n'est pas qu'un buzz, c'est une réalité. Les chiffres du marché sont éloquents, hein, et ça, quelles que soient les sources. Si on prend par exemple IDC, pour eux, le marché du SD-WAN devrait grossir de 31% jusqu'en 2023. Et il a commencé déjà avec une forte accélération depuis de nombreuses années. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ventes de solutions de SD-WAN atteindrait plus de 5 milliards de dollars à horizon 2023, à comparer aux 1,4 milliard de dollars de 2018. Bref, il y a un vrai marché, il y a un vrai sujet. Et d'ailleurs, et c'est la troisième raison pour laquelle on a fait ce webinaire, nos clients ne s'y trompent pas. Hein, nos clients sont souvent à se dire que ça vaut le coup de s'intéresser au sujet, mais ils sont un peu perdus, surtout pour ceux qui disposent déjà d'un réseau MPLS. Ils s'interrogent, est-ce qu'il faut jeter leur réseau quand on déploie du SD-WAN? Est-ce qu'on peut faire cohabiter le meilleur des deux mondes? Est-ce que tout ça, ça ne va pas être un peu redondant? C'est autant de questions qui se posent et qui sont légitimes pour les DSI et auxquelles on va tenter de répondre au cours de ce webinaire. Alors, pour ce faire, on a organisé le webinaire en 4 temps. Moi, je terminerai cette introduction en vous présentant succinctement Folia Team et notre partenaire Pixia. Et on en profitera pour lancer un sondage sur vos attentes vis-à-vis du SD-WAN. Ça permettra d'adapter un petit peu le discours de notre webinaire. Encore une fois, on cherche à avoir quelque chose d'interactif. On enchaînera ensuite par une intervention de Nicolas Kwasniewski, qui est le directeur général de Pixia. Il viendra expliquer en quoi les réseaux SD-WAN et MPLS sont à la fois concurrents, mais aussi complémentaires. Puis, on aura Cédric Corvin, qui pilote le delivery des services opérateurs de Folia Team, qui viendra détailler ensuite comment finalement déployer intelligemment du SD-WAN lorsqu'on dispose d'un réseau MPLS. Et pour ça, il s'appuiera sur des cas d'usage très précis. Voilà, donc ces 3 interventions devraient nous amener aux alentours de 11h35, ce qui laissera une dizaine de minutes pour le 4e temps de ce webinaire, 4e temps essentiel, qui sont les fameuses questions et réponses pour lesquelles, encore une fois, d'ores et déjà, vous pouvez utiliser le module de chat. En revanche,
on ne répondra aux questions que à la fin de ce webinaire. Voilà, donc ça c'est pour le plan. Vous dire aussi que ce webinaire, il est enregistré, vous aurez accès au replay, vous pourrez le partager avec vos collaborateurs. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être quelques mots sur Pixia et sur Foliateam. Foliateam, il y a un certain nombre de clients autour du call, donc vous nous connaissez. On est un opérateur télécom B2B, on est spécialiste des solutions de collaboration. Concrètement, nous fournissons à nos 4600 clients de la connectivité et des réseaux sécurisés. C'est du MPLS, c'est bien sûr aussi du SD-WAN. Nous ne sommes pas opérateurs d'infrastructure, on ne va pas aller faire du génie civil pour vous tirer une fibre, mais cette fibre, quand on vous la vend, quand on l'active, c'est nous qui gérons les services associés, dont les services de SD-WAN, pour lesquels on s'appuie sur nos partenaires que sont Pixia et Juniper. Alors maintenant, Pixia c'est un fournisseur wholesale de solutions SD-WAN et SD-Branch as a service. Les solutions qu'ils vendent sont augmentées par l'IA et vont permettre à des opérateurs comme Foliateam, des intégrateurs ou des prestataires informatiques de proposer de manière finalement très simple, rapide, des services de connectivité à leurs clients. Alors ces services, on va le voir, ça couvre l'optimisation applicative, la cybersécurité, la visibilité des flux en temps réel. Un point important, c'est l'accompagnement sur mesure que Pixia garantit à ses partenaires finalement pour que on puisse être acteur, nous, de la transformation des télécoms de nos propres clients. Voilà. Et Pixia et Foliateam, on est partenaires depuis le début sur les projets des SD-WAN. Alors voilà, ça c'est pour la page de pub. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet de notre webinaire. Et comme j'avais annoncé, pour commencer, on va faire un petit sondage pour bien saisir où vous en êtes de votre réflexion sur le SD-WAN et adapter, si besoin, notre discours à vos enjeux. Donc Chloé va lancer le premier sondage, il y aura 2 questions, merci d'y répondre. Et puis ça permettra, Nicolas, que tu prennes le relais par la suite pour la présentation. Alors, première question, pourquoi vous intéressez-vous au SD-WAN? C'est vrai, pourquoi est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voulez basculer vos applications dans le cloud? Est-ce que vous souhaitez faire des économies? Est-ce que c'est parce que vous êtes en train de généraliser le télétravail? Ou est-ce que c'est parce que vous voulez renforcer le niveau de sécurité de votre réseau? Allez-y, vous pouvez répondre. Possibilité. Hop, on va voir les résultats s'afficher en direct. Pour l'instant, il y a 9 votes. On est un peu plus dans ce webinaire. On va laisser les uns et les autres voter. Sécurité, télétravail, économie. Il y a peut-être d'autres raisons. C'est vrai qu'on aurait pu laisser un choix libre. Une quinzaine de votes. Allez, encore 15 secondes pour voter. OK, donc on a la moitié de l'audience qui a répondu, un peu plus de la moitié de l'audience, on est à 16. Donc, majoritairement, ce qui se dégage, c'est le fait de basculer les applications dans le cloud, de vouloir faire des économies. Il y a aussi la question de la sécurité, c'est pas surprenant, qui revient. Maintenant, le télétravail, c'est pas forcément le sujet qui est le plus important pour vous décider à aller sur le SD-WAN. Une deuxième question, Chloé, peut-être? La deuxième question devrait s'afficher. On ne la voit pas s'afficher. Je ne sais pas si vous la voyez. Moi, je ne la vois pas s'afficher. Ah, si, voilà. La question, c'est avez-vous un projet de SD-WAN pour les uns et les autres? Alors, non pas dans l'immédiat. C'est normal que vous veniez vous intéresser au SD-WAN sans avoir de projet dans l'immédiat. Oui, d'ailleurs, on est en cours de déploiement. Oui, c'est plutôt quelque chose dans l'année à venir. Non, on n'a pas de projet pour la bonne et simple raison qu'on a déjà déployé notre SD-WAN. Alors là, pareil, on vous laisse quelques secondes pour répondre. 13 votes pour l'instant, 14. Dès qu'on dépasse les 15, on donnera les résultats. On est à 15, un 16e et on donne les résultats. Un 16e vote. Alors, pour l'instant, a priori, il n'y a pas de projet dans l'immédiat.
Ça, c'est pour la moitié des votants. Un tiers dit que oui, il y a un sujet dans l'année à venir. Ben, j'espère qu'on pourra vous aider. Et un certain nombre, hein, pratiquement 1 sur 5, qui dit qu'il a déjà en cours de déploiement. Parfait. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Ça va permettre à Nicolas de pouvoir un petit peu adapter son discours. Pareil pour Cédric. Nicolas, je te laisse présenter ton écran et enlever ton mute pour que tu puisses animer ta partie. Bon, et déjà bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous pour répondre à cette épineuse question de la complémentarité ou de la concurrence entre MPLS et SD-WAN. Et ce que je vais chercher à faire, c'est principalement déjà dans un premier temps, à vous faire comprendre pourquoi le SD-WAN est une technologie qui est en train d'émerger. Et si la question de la complémentarité ou de la concurrence est légitime, ben, c'est tout simplement parce que il n'y a pas une réponse unique et que il faut effectivement contextualiser la réponse à cette question. Alors, pour comprendre pourquoi SD-WAN est en train d'émerger, c'est bien de comprendre les limites des technologies ou de la grande technologie qui a précédé SD-WAN. Je veux bien sûr faire référence à MPLS. Et je vous propose un petit retour en arrière d'une vingtaine d'années, dans les années 2000, où les entreprises construisaient des systèmes d'information qui fonctionnaient en vase clos. Hein, c'est-à-dire qu'elles avaient toutes les applications dont elles avaient besoin, elles étaient hébergées et exploitées en interne, hébergées dans des data centers qui étaient localisés sur leur siège, et elles avaient besoin de services de VPN WAN pour permettre aux collaborateurs dans les différentes agences de venir se servir sur ces différentes ressources applicatives. À cette époque, il y a quand même un point absolument essentiel à prendre en compte, c'est que les entreprises avaient deux objectifs principaux. Le premier, c'était d'externaliser la gestion de ces réseaux WAN. Et le deuxième, c'était de trouver un service qui allait leur permettre d'entamer la convergence de leurs flux, qui soit transactionnel, IP traditionnel, on va dire, mais également tout leur flux temps réel voix. Et la réponse des opérateurs, ça a été de proposer des services WAN, des VPN d'entreprise basés sur la techno MPLS, ce qui a répondu de manière idéale à ces deux grandes questions. Et en fait, tous ces services MPLS sont vraiment émergés de manière très très rapide et phagocyté dans les 5 premières années la moitié du marché des VPN d'entreprise. Alors ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que ces VPN MPLS permettaient idéalement de servir les entreprises et leurs besoins de connexion de leurs collaborateurs sur des applications qui étaient complètement internalisées. Et donc, effectivement, les flux de l'entreprise étaient à 90% des flux internes et n'avaient pas besoin, effectivement, de sortir de ce VPN. Alors, bien sûr, on retrouve à cette époque à peu près une dizaine de pourcents de flux qui sortent sur Internet. C'est principalement des flux de messagerie et quelques consultations Internet. Dans les années 2010 et surtout à partir des années 2015, bien sûr, cette tendance est née aux États-Unis et arrive de manière assez massive à partir de 2018-2019 en Europe et en France. Les entreprises commencent à utiliser de plus en plus de ressources sur Internet. Et en particulier, sont désormais présentes sur les réseaux sociaux, utilisent massivement des vecteurs de communication grand public. Et puis, à partir de 2015, et ça s'accélère de manière assez drastique maintenant, migrent leurs applications de leurs data centers vers les data centers vers les data centers qui se trouvent dans le cloud, accessibles à travers Internet. Et ça, cette tendance, elle est en cours, mais ce qu'on estime, c'est que quand cette migration, quand les entreprises auront terminé leur migration et qu'elles auront peu ou prou externalisé en grande partie, voire totalement leurs applications vers les clouds, qui soient Amazon, Google, Microsoft ou d'autres, eh bien, 90% des sites de l'entreprise vont devoir sortir du VPN MPLS qu'elles ont aujourd'hui
pour traverser Internet et atteindre leurs ressources. Alors ça change pas mal la donne parce que du coup, seuls 10% de ces flux vont rester en interne du VPN MPLS, ce qui pose la question de comprendre le rôle et l'utilité de ce VPN MPLS. Finalement, dans ce modèle-là, le réseau MPLS ne sert plus d'une certaine manière que de collecter massivement les flux des agences pour les amener sur le point de connexion et de raccordement de l'entreprise centralisée sur Internet. Et malgré tout, une fois que ce trafic est sorti sur Internet, que va-t-il advenir de la sécurité des données? Comment l'entreprise va-t-elle garantir à ses utilisateurs, comment la DSI va-t-elle garantir à ses utilisateurs la performance que ces derniers attendent sur l'utilisation de leurs applications? Et puis, dernier point, et non le moindre, c'est quelle visibilité les entreprises vont avoir sur leur flux, visibilité en termes de performance, visibilité également en termes de sécurité. Alors Nicolas, je te remercie pour cette histoire des réseaux télécoms. Si je comprends bien, finalement, on a des entreprises qui ont besoin d'aller chercher de plus en plus de ressources qui sont vitales pour elles sur Internet, mais qui ne peuvent pas forcément le faire en l'état, sans sacrifier la sécurité, la performance de leur service WAN. Alors finalement, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Bah, cette question, elle a été douloureuse pendant un certain nombre d'années, jusqu'à effectivement l'émergence de la technologie SD-WAN qui a été conçue justement pour répondre à cette question. Comment je vais pouvoir recréer des VPN d'entreprise, ou plus exactement, comment je vais pouvoir dissocier la création de ce service de VPN d'entreprise, comment je vais pouvoir le dissocier des réseaux de transport sous-jacents, de manière à pouvoir construire ces réseaux, ces VPN, au-dessus de n'importe quel type de réseau IP, qu'il soit public ou qu'il soit privé, me permettant ainsi de pouvoir étendre mon VPN d'entreprise jusqu'aux portes de mes data centers. Et c'est ça le vrai apport fonctionnel du SD-WAN, et ce qui marque une vraie différence entre SD-WAN et MPLS, c'est sa capacité à étendre le VPN de l'entreprise n'importe où sur la planète, sur n'importe quel data center, de manière très simple et très agile. Et on va voir un petit peu dans les quelques slides qui vont suivre comment tout ça opère. Alors la technologie SD-WAN, ça se matérialise déjà par des box. Donc des box qui vont s'installer sur les différents sites de l'entreprise. Mais ces box, elles vont regrouper deux catégories de fonctions importantes. Première catégorie, ce sont des fonctions traditionnelles de routage et de gestion de la performance. Mais ce sont également des box qui vont embarquer des fonctions de gestion de la sécurité. Sécurité périmétrique, mais également sécurité pour gérer la confidentialité du transport des données entre les sites. Alors, grâce à ces fonctions de sécurité, les sites vont pouvoir se raccorder beaucoup plus facilement et beaucoup plus nativement directement sur Internet, ce qui va apporter effectivement à tous ces sites de la capacité de transport meilleur marché, on va dire, puisque là, vos agences vont pouvoir utiliser des liaisons à débit non garanti, des liaisons de type grand public, des liaisons de type offre professionnelle, basées sur des technologies qu'on connaît bien, de type FTTH. Alors cet apport de capacité va offrir à l'entreprise la possibilité de réduire, ou en tout cas de ne plus faire augmenter ses capacités de transport sur Internet, et ainsi de générer des économies substantielles, parce que la capacité de transport qu'on achète au-dessus de MPLS est drastiquement plus chère que celle qu'on peut trouver pour se raccorder sur Internet. Alors, au-dessus de cette infrastructure, les box SD-WAN vont créer et vont déployer de manière complètement automatique un certain nombre de tunnels entre les box, et ces tunnels vont garantir la confidentialité, vont déjà créer des réseaux d'interconnexion entre les différents sites, et ces circuits vont garantir la confidentialité totale des flux qui vont s'échanger entre les différents sites. Et ça, c'est vraiment une manière de recréer non seulement une bulle de sécurité, mais également une bulle de performance, parce que tous ces circuits, mes différents routeurs SD-WAN vont pouvoir gérer de manière très très fine, avec une palette de fonctions de gestion de la performance,
la performance, vont pouvoir gérer les flux applicatifs au sein de cette bulle et garantir non seulement la sécurité, mais également la performance. Et alors, ce qui est vraiment intéressant dans cette approche, c'est que SD-WAN va pouvoir aussi manipuler très simplement et nativement des fonctions de virtualisées. Autrement dit, ces box que j'ai déployées à travers du matériel sur mes différentes agences, je vais aussi pouvoir en déployer des versions complètement virtualisées au sein de mes data centers publics, et je vais pouvoir intégrer ces déploiements dans des processus complètement automatisés, ce qui va me permettre notamment d'étendre le VPN de l'entreprise jusqu'à l'intérieur de ces clouds publics, pour me permettre effectivement de ramener et d'étendre toute cette bulle de sécurité et de performance jusque dans les data centers publics sur lesquels j'ai choisi de déployer mes applications. Et donc, avec ces technologies, on va non seulement pouvoir déployer ces bulles de sécurité et de performance sur tous les sites, sur tous les centres de ressources de l'entreprise, qu'ils soient des centres de ressources ou des sites internes de l'entreprise, ou qu'ils soient des sites externes, comme peuvent l'être des clouds, des data centers hébergeant des clouds publics. Mais ça va aussi apporter un très grand niveau de visibilité, puisque le monitoring qui est fait au niveau de chacun des circuits est intégral, et donc je vais pouvoir ramener de la visibilité à mon environnement, et de manière extrêmement simple. Je vais aussi pouvoir profiter sur chacune de mes agences, de mes connexions Internet dédiées et locales, pour évacuer mon trafic vers Internet, et ainsi éviter des points d'engorgement qu'on voit régulièrement apparaître sur des raccordements centralisés au niveau des backbones MPLS des entreprises. Et puis enfin, ce qui marque vraiment une très grande différence entre la technologie SD-WAN et les technologies qui l'ont précédée, c'est sa capacité native à automatiser l'intégralité des configurations qui vont être déployés pour faire fonctionner un réseau SD-WAN. Ce qui veut dire que je vais me retrouver avec un moyen d'interagir avec mon réseau SD-WAN qui est complètement révolutionnaire, puisque tout se fait à travers un portail web qui va me créer une sorte de fenêtre sur mon réseau complètement graphique, qui va apporter un très grand niveau de simplification, qui va aussi apporter un grand niveau d'abstraction. Il ne s'agit plus de générer des configurations routeur par routeur, mais simplement d'exprimer un besoin sur sa stratégie de sécurité, sur sa stratégie de performance, et le cœur de contrôle et d'orchestration se charge d'une part de générer toutes les configurations qui ont besoin d'être générées pour faire fonctionner cette stratégie, mais également va aussi s'occuper de déployer ça sur le réseau. Donc, on va gagner en visibilité, on va gagner en réactivité, on va gagner en simplicité, sans perdre au niveau de la performance, sans perdre au niveau de la sécurité, et surtout en étant capable d'étendre ces services partout où j'en ai besoin. Alors, si je fais une petite synthèse de ce qu'est la technologie SD-WAN, SD-WAN, d'ailleurs, tout comme MPLS, c'est une technologie qui permet de fabriquer des VPN d'entreprise. Mais ce sont des VPN que je qualifie d'universels, dans la mesure où ces VPN se déploient de manière totalement indifférenciée au-dessus de n'importe quel réseau IP, qu'il soit public ou privé, ou qui soit public et privé. On peut tout à fait, et c'est l'objet de l'intervention de Cédric, qui va nous expliquer comment on peut mixer sur un réseau SD-WAN du transport sur Internet avec du transport MPLS. Ça, c'est tout à fait envisageable sur SD-WAN. Et à ce titre, c'est pour ça qu'on parle de complémentarité entre SD-WAN et MPLS, parce que effectivement, les deux technologies peuvent se superposer et fusionner de cette manière. Et on parle d'universalité des VPN SD-WAN, tout simplement parce que ça va me permettre de déployer et d'intégrer dans mon réseau des liaisons de tout type, cuivre, fibre, 4G, 5G demain, mais également satellite. Et le réseau SD-WAN va complètement intégrer ces différentes liaisons et déployer ces palettes d'outils de gestion de performance et de sécurité au-dessus de l'intégralité de ces liaisons. Donc on a vraiment affaire à une solution réellement totalement universelle. Et enfin, SD-WAN, et c'est ce qui marque vraiment la grande différence entre SD-WAN et les autres technologies, c'est que dans SD-WAN, ce n'est pas tant ce que vous faites qui va changer, mais c'est la manière dont vous allez le faire.
Et pour ça, SD-WAN va complètement centraliser l'intelligence, complètement centraliser le contrôle des infrastructures au niveau d'un cœur de contrôle et d'orchestration, va complètement automatiser la génération des configurations et utiliser massivement la virtualisation pour rendre les déploiements beaucoup plus simples et beaucoup plus agiles. Donc on va non seulement gagner du temps, on va gagner de la simplicité. L'expertise est de moins en moins un prérequis avant de créer des services sur SD-WAN. Et surtout, effectivement, on va pouvoir avoir une grande agilité dans la manière de recomposer à la demande la topologie du VPN de l'entreprise. Ouvrir des sites, les fermer, déplacer les applications d'un data center à l'autre deviennent des opérations assez simples à faire. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas que ces quelques idées vous auront éclairé sur la technologie SD-WAN, d'où ça vient et pourquoi on parle de complémentarité. Et je vais laisser la parole à Cédric. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Donc oui, nous allons parler d'architecture sur deux exemples de cas que nous avons déjà mis en place et qui ont répondu à ces problématiques clients et qui les ont aidés dans leur choix entre SD-WAN, MPLS ou les deux. Sur le premier cas que je vais vous montrer, qui est le cas du mode mix, imaginons que vous disposez aujourd'hui d'un réseau IPVPN MPLS qui vous satisfait et qui répond aujourd'hui à vos besoins de transport IP. Néanmoins, vous estimez que ce type d'architecture n'offre pas la flexibilité dont vous avez besoin aujourd'hui pour pouvoir connecter et déconnecter des sites rapidement. En effet, Nicolas l'a expliqué, le principal avantage de SD-WAN notamment, c'est l'automatisation du provisioning des équipements, alors que sur MPLS, on est plutôt sur une configuration routeur par routeur. Et bien dans ce cas-là, le mode mix va pouvoir répondre à cette problématique. Comment est-ce qu'il va y répondre? Sur l'architecture mix qu'on peut voir ici, qui est une architecture que nous avons mis en place pour un acteur du secteur de l'automobile qui souhaitait pouvoir ouvrir des points de vente assez rapidement. Mais qui est un besoin également que nous avons pu identifier dans d'autres secteurs d'activité, notamment le retail. On voit une zone au nord qui est aujourd'hui opérée en IPVPN MPLS, qui dans notre cas client était opérée par Folletim, et au sud une zone SD-WAN. Mais globalement, cela correspond à un seul réseau WAN, de bout en bout. Nous avons donc arrimé à une zone sanctuarisée MPLS, permettant de conserver des débits symétriques et garantis, une zone plus flexible en SD-WAN, cette zone offrant également des garanties de performance et de sécurité précisées par Nicolas précédemment. Donc vous conservez une zone MPLS pour vos sites permanents et vous pouvez délivrer dans ce cas des accès SD-WAN pour des sites temporaires. Quel type de site temporaire? Ça peut être par exemple des points de vente pour des sites de retails, des Algeco pour le secteur du BTP, ou bien pour des séminaires ou dans le cadre d'organisation d'événements temporaires ou éphémères. Dans le cas que nous vous présentons actuellement, comme je vous l'ai dit, nous sommes l'opérateur VPN, mais nous avons également la capacité d'arrimer cette zone flexible sur des IPVPN qui sont opérés par d'autres opérateurs. Comment? En créant un point de fusion sur le POP ou sur de l'opérateur VPN ou sur l'un de vos sites. Généralement, c'est le siège ou le site ou le site principal, d'arrimer une box qui a un rôle spécifique et qui est appelé hub pour fusionner les deux mondes. Donc, grâce à ce type de solution, vous profitez à la fois des avantages du MPLS en conservant des débits symétriques et vous bénéficiez de l'avantage du chemin déterministe qu'apporte MPLS et les avantages du SD-WAN avec la flexibilité et la rapidité d'activation grâce au provisioning automatique. L'avantage également de pouvoir bénéficier des liaisons à moindre coût
parce qu'on n'a pas besoin justement de MPLS grâce aux stratégies de politique de gestion des chemins, de pouvoir utiliser des circuits FTTH. Et tout ce monde cohabite. Donc, les ressources qui sont accessibles dans le réseau IPVPN sont également accessibles sur le réseau SD-WAN. Et donc, sur notre cas, je pense que certains doivent l'avoir également. Nous étions également l'opérateur voix du client. Et donc, le client accédait au kiosque de service de Folia-Team. Et le kiosque Folia-Team restait accessible dans les 2 zones. D'accord ? Donc, en synthèse, grâce à ce mode, vous pouvez disposer d'un nouveau type de réseau WAN dans lequel cohabitent les 2 technologies pour répondre à des besoins adaptés et propres à chaque typologie de site en fonction des meilleurs débits et des besoins de bande passante selon la localisation et le type de site. Alors, Cédric, parce que tu expliquais que c'était notamment le cas d'un de nos clients dans le secteur de l'automobile. C'est vrai que c'est aussi ce qu'on a fait dans le retail et on traite ce genre de sujet dans le domaine de la construction pour tout ce qui est déploiement d'Algeco aussi, notamment. La question qui revient souvent, et donc je vais la poser, c'est est-ce qu'il est possible d'ajouter un réseau un site à ce type de réseau avec un simple accès 4G, finalement, pour avoir de la connectivité très rapidement sur un site éphémère. Alors, en effet, c'est tout à fait possible. Et en plus de ça, sur ce type d'accès 4G que tu évoques, Nicolas, tu as la possibilité de le déplacer très facilement parce qu'il n'y a pas de notion de lien physique. Et justement, comme Nicolas nous l'avait précisé, le type de lien sert juste de support de transport. Et donc, il n'y a pas forcément de lien entre l'opérateur de transport et ton réseau SD-WAN. C'est D'accord. juste une couche pour pouvoir transiter de la donnée. OK. Merci. Là, nous sommes sur un deuxième mode qu'on appelle le mode mix, qui est très semblable au cas qui a été présenté par Nicolas précédemment. Vos données et services sont actuellement hébergés dans un data center privé ou bien sur l'un de votre site, sur votre siège. Et vous souhaitez migrer en sérénité et accélérer sur l'hébergement de vos solutions applicatives vers des acteurs cloud publics du marché. Nicolas en a cité quelques-uns tout à l'heure. Et c'est sûr qu'il est très compliqué de mixer migration WAN et migration du système d'information en parallèle. Eh bien, dans ce cas, le mode hybride est fait pour vous. Ce mode hybride consiste en quoi? Il consiste à mettre en place, sur une couche MPLS existante, un réseau SD-WAN. Le MPLS étant donc utilisé comme underlay, comme média de transport pour le réseau SD-WAN. Et il permet également d'être, vous avez la possibilité de l'associer à un deuxième type d'underlay, qui sont des underlays Internet, pour bénéficier de liaisons à coût, de circuits à coût inférieur et de profiter notamment des offres FTTH ou 4G. Donc ça vous permet de conserver des débits à lien symétrique et garantis pour les applications critiques et en même temps de réduire vos coûts d'abonnement. Parce que vous avez dans ce cas la possibilité de garder une seule liaison sur votre circuit avec un underlay MPLS et une deuxième liaison avec un underlay Internet, en sachant que en cas de coupure de l'underlay Internet, les tunnels qui se font entre les sites seront basculés sur le second type d'underlay. Et donc sur ce mode, grâce au fonctionnement de local breakout qu'a évoqué Nicolas précédemment, vous pouvez migrer progressivement vos applications vers le cloud tout en conservant un haut niveau de performance. Imaginons que vous décidez de basculer votre CRM vers un opérateur cloud. On peut éventuellement citer Salesforce qui est assez connu. Donc vous conservez les performances de MPLS pour continuer à accéder au CRM interne et vous bénéficiez des performances de SD-WAN
et des mécanismes de sécurité pour accéder à votre nouveau CRM en cloud. Le SD-WAN étant beaucoup plus adapté, comme l'a présenté Nicolas, pour les cas de solutions externalisées en public. Et en fait, vos sites ont accès aux deux mondes, CRM interne, CRM cloud, et bénéficient des performances nécessaires à satisfaire l'utilisation et l'expérience des utilisateurs. On peut également citer un autre exemple qui est l'externalisation de vos VM. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup chez nos clients. C'est l'externalisation de l'ensemble des machines vers des acteurs tels que Google ou Amazon pour pouvoir externaliser l'ensemble des données et des applications métiers de votre entreprise. Et bien dans ce cas-là, le même procédé s'applique. Vos VM hébergés en interne restent accessibles en toute sécurité au travers de l'underlay MPLS avec un haut niveau de performance. Et SD-WAN se charge de la gestion de la performance et des aspects de sécurité pour accéder à vos VM cloud. Donc, même si vous externalisez l'ensemble de vos données, vous restez avec un réseau WAN performant et tout à fait sécurisé. Évidemment, le kiosque de service Folia Team, si vous l'avez souscrit chez nous, notamment, on peut citer l'Avaya Cloud ou bien le Matériel Cloud ou toutes les autres solutions de téléphonie hébergée que nous pouvons éventuellement vous proposer, restent accessibles via les deux underlays. Alors, là-dessus, moi, j'ai une question parce qu'on nous la pose systématiquement sur ce type d'architecture hybride. Mais finalement, si j'opte pour un seul type d'accès et que quelque part, ça va être que du SD-WAN, est-ce que j'aurai malgré tout la possibilité d'accéder à l'ensemble des services? Ou alors il faut que je sois connecté à la fois en SD-WAN et en MPLS? Non, tout à fait. C'est justement pourquoi on l'appelle hybride. C'est qu'avec un seul type d'underlay, on peut accéder aux mêmes ressources que les sites avec deux underlays. C'est justement l'un des avantages de la flexibilité et ça permet en fait d'adapter également les besoins en bande passante et d'adapter les coûts et de faire des économies de circuits qui ne sont pas du tout négligeables, hein. Donc, en conclusion, par rapport à ces deux écritures, la question qu'il faut se poser, c'est comment allier le coût à la technique. Donc, on voit que le SD-WAN et le MPLS, même si ce sont deux technologies qui sont concurrentes, elles peuvent être très complémentaires et elles peuvent fonctionner en parfaite symbiose. On voit que ces deux technologies répondent à des besoins de connectivité différentes selon le type d'hébergement du système d'information, que ce soit cloud privé, cloud public, data center ou hébergé localement. D'accord? Et Folia Team peut être votre interlocuteur unique pour la gestion de votre MPLS et vos SD-WAN afin de proposer la solution la mieux adaptée en termes de solutions de connectivité WAN. Mais on est également capable de vous proposer ces services SD-WAN, même si votre opérateur de connectivité est un tiers. Et effectivement, on a tous les cas de figure. Écoute, merci Cédric. Donc, tu as présenté deux types d'architecture qui sont vraiment celles on voit le plus souvent. On va rentrer maintenant dans le jeu des questions-réponses. Tu vas d'ailleurs pouvoir afficher le dernier slide de la présentation, Cédric. Alors, il n'y a pas de questions qui ont été posées dans le module de chat. J'espère qu'on n'a pas en face de nous soit des gens qu'on aurait endormis, soit des personnes qui seraient un peu timides. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il y aura peut-être des mauvaises réponses, j'espère que non. Mais allez-y, si vous avez des questions, vous pouvez vous démuter, vous pouvez les poser sur le module de chat. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, en attendant que le premier prenne la parole ou la première prenne la parole, moi, j'ai une question, parce qu'on a préparé bien sûr notre liste de questions de notre côté. J'ai une question concernant le niveau de sécurité du SD-WAN. Peut-être que Nicolas, tu pourrais y répondre. Est-ce qu'on peut dire qu'il est plus élevé ou moins élevé que celui d'un réseau MPLS? Alors,
Effectivement, a priori, la tendance, c'est vraiment de se dire, bah, j'imbrique dans mon VPN d'entreprise un transport au-dessus d'Internet. Donc, ça peut, d'une certaine manière, évoquer une prise de risque supplémentaire par l'entreprise. Alors, le premier point, c'est que d'abord, je tiens à être catégorique sur ce point, il n'en est rien. Il n'en est rien dans la mesure où si l'entreprise utilise Internet pour étendre et construire son VPN, elle va le faire à partir de circuits qui sont totalement sécurisés, totalement chiffrés. Et donc, le degré de confidentialité et de sécurité des données que l'entreprise va transporter au-dessus d'Internet, il est absolument garanti. Ensuite, l'image que je prendrais, c'est que comme je l'ai essayé de le démontrer, en tout cas de le proposer, c'est que chaque nœud de routage sur un réseau SD-WAN est un routeur, mais également un firewall. Et les deux fonctions ne se dissocient pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire sur ce routeur, j'utilise que la fonction de routage et pas la fonction firewalling. Non, les deux fonctionnalités sont totalement intégrées. Donc, ce qui fait que chaque fois que la donnée transite par un nœud de routage SD-WAN, c'est également un nœud de contrôle et de sécurité. Et ce qui fait que ce qu'on retrouve dans un environnement SD-WAN, c'est que l'arrivée du trafic ou le départ du trafic d'un site est toujours contrôlé par un ensemble de firewalling auquel on peut également associer des fonctions de sécurité UTM, de sécurité de contenu, etc. Ce qui fait que on n'a pas dans un environnement SD-WAN comme on peut l'avoir dans un environnement MPLS un nœud ou une zone de sécurisation périmétrique qui marque entre guillemets le point d'interconnexion entre Internet et l'intérieur d'un VPN. Et au sein de ce VPN, il n'y a plus aucun contrôle et on voit effectivement en particulier la propagation de virus s'étendre très facilement une fois qu'un virus a pu rentrer dans un VPN. Sur un réseau SD-WAN, vous allez avoir un cloisonnement de sécurité, même à l'intérieur du VPN SD-WAN. Ce qui veut dire que, fort de ce constat, on peut clairement afficher le degré de sécurité plus élevé dans un environnement SD-WAN que dans un environnement MPLS, par exemple. Ok, merci, c'est très clair. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, en attendant qu'il y en ait qui viennent. Alors, une question sur quel est le modèle de pare-feu utilisé? Alors, dans la solution proposée par Foliateam Pixia, eh bien, ce sont des firewalls de next-gen, donc c'est-à-dire qui vont fonctionner au niveau 3, niveau 4 et niveau 7, sont des firewalls Juniper. Et donc, ce sont des firewalls qui vont pouvoir, de manière native, déployer ces fonctions de firewalling, mais auxquelles on va savoir non seulement associer des fonctions de filtrage de contenu, filtrage d'URL, filtrage antivirus, filtrage anti-spam, détection d'intrusion, enfin voilà, la palette traditionnelle des fonctions de contenu, mais aussi auxquelles on va pouvoir associer des fonctionnalités de sécurité plus lourdes qu'on va pouvoir notamment centraliser et aller chercher dans le cloud. Je pense notamment à des fonctions de protection contre le DDoS, des fonctions un peu plus spécifiques de traitement de contenu, de flux chiffrés, comme on peut en trouver chez des acteurs tels que Zscaler, etc. Donc effectivement, toutes ces briques de fonctionnalités vont pouvoir totalement s'intégrer et s'imbriquer au-dessus de ces firewalls, donc Juniper. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une. On a vu tout à l'heure que finalement, l'ingénierie de trafic, c'est une des fonctions, on pourrait dire, centrales de la gestion de la performance sur le SD-WAN. Et alors, est-ce que finalement, ça veut dire qu'il faut forcément deux liaisons pour raccorder un site? Alors, effectivement, la manière dont la performance est gérée dans un environnement SD-WAN, elle est assez différente de la manière dont c'est géré dans un environnement MPLS. Sur un environnement MPLS, finalement, on va déployer des fonctions de gestion de la qualité de service,
mais qui vont s'appuyer sur des liaisons à débit garanti. Et la QoS DiffServ, telle qu'on la connaît sur MPLS, a besoin de cette garantie de bande passante fournie par les liaisons. Et c'est en particulier pour cette raison que des liaisons MPLS traditionnelles sont plus chères que des liaisons grand public, où là, les débits ne sont pas garantis. Ce qui fait que quand sur un réseau SD-WAN, on va rattacher des liaisons à débit non garantis sur des routeurs SD-WAN, on va y déployer des fonctions de gestion de QoS diffserv traditionnelles avec des classes de service, de la classification, etc. Et on voit bien que à certains moments, quand la liaison qu'on attend à 100 mégas ne propose plus que du 80 ou du 60 mégas, bah, ces fonctions de gestion de la qualité de service traditionnelle qu'on retrouve sur MPLS ne sont plus opérationnelles dans un environnement SD-WAN. Donc il faut d'autres fonctionnalités qui vont permettre au réseau SD-WAN, dans ces cas de figure, de maintenir le niveau de qualité. Et effectivement, ce qui est déployé par SD-WAN, c'est d'abord tout un système de mesure de cette performance et une mesure application par application. C'est-à-dire que le réseau SD-WAN, il va être capable de dire mon flux voix sur tel circuit, il transite dans de bonnes conditions. Par contre, le flux voix sur tel autre tunnel overlay, il a des difficultés. Donc ça, ce système de sonde va effectivement remonter cette information au routeur. Et sur la base de ces informations, le routeur, il va être capable de dire ce flux voix qui est transporté de manière inconfortable au-dessus de tel tunnel, eh bien, je vais le basculer sur un autre tunnel. Et donc, en plus de la gestion de la qualité de service, on va voir arriver ces fonctions de gestion de l'ingénierie de trafic qui finalement permet au réseau SD-WAN d'associer ces deux fonctions pour couvrir tous les cas de figure qui vont se présenter sur un environnement qui peut effectivement être assez fluctuant. Et en ça, enfin, juste un dernier point, SD-WAN n'invente aucune méthode, aucune technologie, parce que la QoS diffserv, c'est hérité de ce qu'on connaît sur MPLS. L'ingénierie de trafic, c'est hérité de ce qu'on connaissait auparavant sur des réseaux TDM qui utilisaient ces méthodologies pour garantir la performance. Merci beaucoup et je te remercie d'avoir pris le cas de la qualité de la voix, puisque c'est un sujet qui nous touche particulièrement en tant qu'opérateur spécialiste des sujets de collaboration. Alors, il y a pas mal de questions qui viennent de tomber, notamment là, on parlait de la multiplicité des liens. Il y a eu une question sur combien de liens simultanés peuvent être exploités par votre solution. On va essayer de répondre rapidement aux questions maintenant, parce qu'il y en a pas mal qui tombent. Donc, combien de liens simultanés peuvent être exploités par la solution ? Alors, dans notre environnement, on peut exploiter jusqu'à 4 liaisons WAN, qu'on appelle 4 liaisons underlay. Voilà. Donc, vous allez pouvoir, de cette manière, arrimer votre CPE à une liaison MPLS que vous pouvez, par exemple, déjà avoir sur votre réseau, sur votre VPN, et puis y rajouter une liaison FTTH, un secours 4G, 5G. Voilà, donc vous allez pouvoir effectivement renforcer petit à petit l'arsenal des liaisons et des attachements que vous allez pouvoir proposer sur chacun de vos sites. Donc 4 liaisons. La réponse, c'est 4 liaisons. Ok. Est-ce que finalement notre offre aujourd'hui est limitée en nombre de sites? Bon, soit Non, Nicolas, soit non, Cédric. non, non. Non, il n'y a pas de limitation en nombre de sites. Après, il y a effectivement des limitations au niveau des cœurs de contrôle et d'orchestration. Mais là, on va parler pour un opérateur ou un service provider, on va parler de capacity planning. C'est-à-dire que nous, en tant que service provider, enfin, Folia Team Pixia, en tant que service provider, va gérer ses capacités de contrôle et d'orchestration et les adapter à son marché pour les faire évoluer au fur et à mesure que le nombre de sites déployés en SD-WAN va augmenter. Mais il n'y a pas de limitation en nombre de sites. Cédric, si tu vois des questions auxquelles tu veux répondre, hein, il y a une question sur le fait de quel type de CPE on utilise. Est-ce qu'on utilise des UCPE? Je ne sais pas si tu veux répondre, si tu veux que Nicolas réponde. Non, Nicolas l'a précisé tout à l'heure, ce qu'on utilise. Alors, sur les sites physiques, on utilise des firewalls Juniper de la gamme SRX. Et pour le raccordement des cloud providers, on utilise des équipements virtuels qui sont des VSRX. Ok. Exactement, oui. Alors, en complément de tout ça, effectivement,
ce qu'on propose, c'est on va dire 4 types de CPE. Donc, il y a ce qu'on appelle les physical CPE, ce sont des routeurs traditionnels, mais qui ont cette capacité à être pilotés par un cœur de contrôle et d'orchestration. On va effectivement trouver des universal CPE qui ne sont ni plus ni moins que des boîtiers identiques d'un point de vue form factor aux physical CPE, mais qui, à l'intérieur, sont plutôt des plateformes x86 sur lesquelles on déploie des hyperviseurs et où on va pouvoir faire monter un certain nombre de VM plus ou moins importantes en fonction du type d'universal CPE qu'on a choisi, et dont une de ces VM va être utilisée pour embarquer un CPE virtuel, et donc qui va de la même manière être piloté par le cœur de contrôle et d'orchestration. Et l'intérêt de cette approche, c'est effectivement que si on fait naître d'autres VM sur cet universal CPE, on va être capable d'intégrer des composants issus d'autres éditeurs constructeurs et les chaîner en termes de déploiement de manière à ce que tout reste automatique. Donc on a également l'option des virtual CPE tels que l'a évoqué Cédric, et puis on a un virtual CPE un peu particulier qu'on appelle le cloud CPE, qui est en fait un CPE qu'on va pouvoir activer à travers les portails de certains grands hébergeurs tels que Amazon, Google Cloud Platform ou Microsoft Azure. Effectivement, comme vous aujourd'hui sur ces plateformes, vous êtes capable d'activer des serveurs avec tel ou tel OS, vous allez pouvoir aussi activer des vCPE à travers les portails de ces cloud providers. Alors, une autre question, tu y as un peu répondu, Nicolas, sur mais comment finalement sont gérés les problèmes de performance applicative? Voilà, donc effectivement, les problèmes de performance applicative, ça va être un ensemble d'outils dont la base est effectivement la gestion de la qualité de service en mode diffserve, avec des classes de service, de la classification traditionnelle. Mais sur cet environnement, on va rajouter effectivement tout un système de sondes qui vont être capables de mesurer non pas liaison par liaison, mais flux applicatif par flux applicatif, classe de service par classe de service, les temps de transit, la perte de paquets, la gigue que l'on va pouvoir observer sur les différentes liaisons d'interconnexion, sur tous les circuits qui vont être déployés automatiquement sur l'environnement. Et donc, fort de ces informations, eh bien, le système va être capable de dire, sans forcément être capable de dire quelle est la raison, mais le routeur va se rendre compte que sur une liaison, eh bien, on a un taux de perte de paquet de 4% pour l'application voix, que ce taux de perte de paquet n'est pas satisfaisant pour garantir la performance de la voix. Par ailleurs, et juste à côté, j'ai un transfert de fichiers qui, lui, présente un taux de perte de paquet à 6%. Eh bien, le système va être capable de dire, le transfert de fichiers à 6%, lui, même s'il a de la perte de paquet, je vais le maintenir sur cette liaison parce que je n'ai pas dépassé mes seuils. Par contre, la voix, je vais l'amener sur une autre liaison pour lui redonner de la performance. Et fort de ces deux outils qui vont travailler de manière totalement imbriquée, eh bien, on va aussi être capable d'activer des fonctions d'optimisation, comme du caching, comme de la compression éventuellement. Et donc, ce qui va permettre effectivement d'appuyer sur un arsenal de différents outils de gestion de la performance, le fonctionnement des routeurs pour que ces derniers puissent s'adapter à tous les cas de figure. Ok, merci. Je ne vois pas d'autres questions qui s'affichent, à moins qu'il y en ait une dernière, parce que là, on a dépassé le temps. Ça veut dire que ça a intéressé l'auditoire. S'il n'y a pas d'autres questions qui s'affichent, moi, je vais d'abord remercier les personnes qui se sont connectées. Alors, Nicolas, moi j'en vois une dernière, une question de Monsieur Mesrari qui demande quid de la haute disponibilité sur SD-WAN. Alors, vas-y. Voilà. Bon, juste un dernier point sur cet aspect-là. Ce qu'on est en mesure de proposer, c'est effectivement de déployer des routeurs standalone, effectivement, qui vont pouvoir s'arrimer au réseau au travers de 4 liaisons maximum, ce qui apporte déjà en termes de disponibilité une amélioration extrêmement forte.
Et puis ensuite, l'autre élément, c'est que ces différents boîtiers, vous allez pouvoir les déployer en mode cluster, c'est-à-dire au lieu de déployer un seul boîtier, vous allez pouvoir en déployer deux, que vous allez fusionner en mode clustering, de manière à effectivement transformer ces deux routeurs ainsi réunis en une sorte d'un seul routeur, un peu à l'image de ce qu'on fait pour quand on fait des clusters de switch. Et donc, ce cluster de routeurs va opérer comme un routeur CPE traditionnel et être ainsi managé par l'environnement. Merci, effectivement, j'avais en tête la multiplicité des liens, mais j'avais oublié le cluster de routeurs. Donc, en tous les cas, moi, je voulais remercier notre auditoire. On va vous solliciter par un petit mail pour vous demander votre avis sur ce séminaire, ce webinaire autour du SD-WAN qui était finalement une première pour nous. Il y a peut-être d'autres thématiques autour du SD-WAN qui vous intéressent et on se fera un plaisir de dérouler d'autres webinars. D'ailleurs, dans le mail qu'on vous adressera, vous verrez qu'il y aura du contenu additionnel pour vous, livres blancs et autres. Merci bien sûr à Cédric et à Nicolas, nos deux intervenants. Et puis, je vais vous souhaiter une très bonne journée. À très bientôt. Et on vous envoie aussi le replay du webinar. Au revoir. À bientôt, merci, au revoir. Merci, au revoir.